Et donc après, toi, tu dors dans le camion ou tu dors dans un hôtel? On dort dans le camion. Quand j'ai quitté l'armée, le but du jeu, c'était d'avoir le plus gros salaire possible avec le moins de qualifications. Vu ton taux d'épargne qui est exceptionnel quand même, 70%, pourquoi pas aller mettre cet argent sur... Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, on va analyser le patrimoine d'un routier qui veut atteindre les 10 millions. C'est parti. Salut Marc. Salut Mounir. Tu mises sur l'immobilier. J'ai compris que la liberté ne vient pas du salaire. Au moins c'est clair, il va falloir investir, il va falloir mettre l'argent au travail. Patrimoine brut, très conséquent déjà, 572 000 euros. Patrimoine net, 192 000. On l'a compris, toi tu fais du levier, beaucoup de... Du levier. Ta note Finari 84 sur 100, on la découvrira tout à l'heure, c'est bien. On va voir ce qui fait que t'es pas allé chercher un 100. Du coup, tu as 34 ans, tu es actuellement en concubinage, tu n'as pas d'enfant et tu es routier en national. Quoi, routier en national? Tu roules sur les routes nationales en gros? Oui, Non, en fait, on roule en France. On roule en France, on va des fois de l'autre côté de la frontière, mais c'est surtout du départ à la semaine. Ok. On part le lundi matin et on rentre le vendredi ou le samedi si ça se passe mal. Donc concrètement, comment il faut s'imaginer ta journée, enfin ta semaine type? La semaine type, c'est souvent un lundi départ 5h du matin. Ouais. Et le camion, il est déjà chez toi ou toi tu vas dans un entrepôt? Non, je vais au dépôt, donc ça me rajoute 45 minutes de route. Donc c'est souvent un réveil aux alentours des 3h45, 4h du matin. Et après, au fur et à mesure, on nous envoie la mission d'après. Dès qu'on a déchargé, ok, tu vas là-bas recharger tel endroit et ensuite jusqu'à la fin de la semaine. Tu fais combien de missions dans une semaine? Normalement 5, un déchargement et un rechargement par jour. Et après, quand ça se passe bien, on arrive des fois à faire une petite tournée en plus. C'est plus cadeau pour le patron que pour nous parce que ça change pas bien grand-chose, quoi. Et donc après, toi, tu dors dans le camion ou tu dors dans un hôtel? On dort dans le camion. Ok. Justement, ça c'est le but de beaucoup de routiers. En fait, on a les primes de découcher et les primes de panier. Et ça fait la beauté du salaire et de pourquoi j'ai choisi ce métier. Ouais. Quand j'ai quitté l'armée, le but du jeu, c'était d'avoir le plus gros salaire possible avec le moins de qualifications, quitte à faire beaucoup d'heures et de se mettre un petit peu dans le rouge physiquement. Ouais. Et en fait, on a les heures sup qui sont payées. Donc, je suis dans une bonne boîte quand même. Et on a 65 € par jour de panier découché. Donc, en fait, ça nous fait beaucoup d'heures sup et de primes qui sont non imposables. Donc, ça nous fait un salaire de base à 3002 et avec les heures sup, j'ai déjà réussi à toucher les 4000. Net. Mais imposable sur 1008. Ok. Donc, on est sur la tranche marginale à 11%, ce qui fait du bien. T'as été menuisier aussi dans une autre vie. Menuisier, militaire, maintenant du coup routier. Ouais, tu disais des très beaux salaires quand même. Par contre, ça tabasse sur les horaires. Ça tabasse, ouais. Nous, on a un forfait à 200 heures. Ouais. Donc, le but du patron, c'est de nous faire plus de 200 heures pour pas nous payer des heures qu'on n'a pas fait. Ouais. Donc, en 2 ans, le plus petit mois que j'ai fait 186 heures. Ok. Enregistrées. Des fois, pour s'arranger un petit peu, on se met un petit peu en repos. Ouais. Et par contre, j'ai réussi à faire du 245 d'enregistré dans le mois, quoi. On a une bonne paye, mais presque le double de... Ça bosse. Tu dis que tu vis chez ta compagne. T'as participé aux travaux de sa résidence principale pendant 1 an et demi. Normal, ancien menuisier, tu maîtrises. Cette situation me permet un fort taux d'épargne tout en participant aux dépenses du foyer. Comment vous gérez votre argent dans le couple? Chacun fait son truc ou... C'est ça. C'est plus de la confiance qu'on a fait. Elle avait son appartement et elle a acheté sa résidence principale avant qu'on soit ensemble. Et du coup, vu qu'elle avait un peu sous-estimé les travaux qu'il allait avoir à faire, moi j'avais fait des maisons et des appartements chez des collègues et puis j'en avais fait 3 en mon propre pour mon patrimoine. J'ai vu qu'elle avait sous-estimé la chose. Donc ce que je lui ai proposé de faire, c'est de venir habiter chez moi quand j'avais mon appart à ce moment-là. Qu'elle économise de l'argent pour insuffler plus dans ses travaux. Donc elle est venue vivre 1 an chez moi quand on a fait ce travaux et moi j'ai apporté mon expérience et mon expertise sur sa résidence principale. Et là en fait le deal maintenant c'est que du coup en mars de l'année dernière j'ai emménagé chez elle et on a fait un compte N26 où elle a ma carte. Je fais un virement dessus et elle fait les dépenses de la maison avec et en gros elle paye son crédit, c'est sa maison, j'habite chez elle et après toutes les courses etc. Elle y passe sur la carte. Ça fait une participation. Ça permet de ne pas apparaître sur mes comptes bancaires. Bien sûr, ouais. Pour montrer à la banque que j'ai un fort taux d'épargne et que je suis le cheval sur lequel il faut miser. Ça, on va en reparler parce que c'est tout optimisé. J'ai quitté l'école à 15 ans pour un apprentissage du coup en menuiserie. Après 9 ans de métier, je m'engage dans l'armée en 2015. Tu faisais quoi dans l'armée? Donc j'étais opérateur radio à Lyon-Siet. C'est quoi opérateur radio? La mission est un petit peu vaste selon la spécificité de chacun, mais moi j'étais donc qu'on appelle emploi des réseaux mobiles. Okay. C'est celui qui a la radio dans le sac à dos et qui est au plus proche des troupes.
Okay. Donc nous, dans un corps de maintenance, on était souvent véhiculés, 13 kilos de plus dans le sac à dos que les copains. Et là, pareil, l'armée, je m'étais plus engagé sur une volonté, c'était au moment des attentats. Mais on a quand même essayé d'optimiser le truc, c'est-à-dire de vivre au bâtiment vie, de pas payer un loyer à Lyon à 500 ou 600 euros avec un salaire à 1550. T'as fait des opérations un petit peu? J'en ai fait 3. J'ai fait le Tchad, les Émirats Arabes Unis, le Niger et j'ai fait une manœuvre au temps en Europe. Ouais, donc t'as été sur le terrain. Un petit peu de voyage. Ouais. Le déclic arrive pendant le Covid et la retraite de mon père agriculteur. Je comprends qu'il faut vivre de son patrimoine et non de son salaire. Enfin, qu'est-ce qui est arrivé à ton père Donc mon père, on est arrivé sur le monde du travail en même temps en 2008. Lui, il était donc agriculteur et en fait, l'Union européenne leur a fait faire un peu une clé de bras en mode si vous voulez être aux normes, faut réinjecter. Donc il fallait qu'il refasse un crédit sur 15 ans. Donc il a arrêté la ferme et en fait il est parti dans une salaison faire agent d'entretien la nuit. Et quand il est arrivé à la retraite, et du coup quand ils ont fait ses calculs, ils ont vu que s'il était resté agriculteur, il aurait eu à peu près 850 euros, 900 euros de retraite. Quand on voit son père se lever avant nous et après nous, et qu'on voit que la France lui aurait donné 900 euros, c'est dur. Ça donne pas envie de... En fait, on sait pas où on va, mais si on fait le même chemin que les autres, on ira au même endroit. Donc on essaye et... Voilà, c'est en train de passer. Du coup, toi, tu as un objectif hyper ambitieux. Tu veux atteindre le million brut l'année prochaine, le million net dans 11 ans et les 10 millions dans 16 ans. Brut, ouais. Brut, évidemment. Ta stratégie, mais ça, on le voit déjà ici sur la répartition. Tu nous as mis ton cachot qu'on va regarder d'ailleurs. Immobilier, premier studio en LMNP en 2018, puis un immeuble en LMNP, je rappelle, loueur meublé non professionnel, en 2021. J'ai créé ma holding qui va détenir son premier immeuble en association avec 2 cousins, peu de crypto et bourse, qui sont principalement là pour me forcer à suivre le marché. Avant de regarder ton patrimoine, on va regarder cash flow. Donc ça, c'est ton salaire. T'as mis une moyenne, j'imagine. C'est ça. Voilà. Le revenu au locatif, ça, c'est 2 biens, du coup, c'est 2 immeubles. C'est un studio et un immeuble. Le studio et l'immeuble. Et l'immeuble, il y a combien de lots à l'intérieur? Il y a 4 lots. Il y a 3 lots en habitation et un local commercial. C'est tout loué et on a une taux d'occupation de à peu près 97%. Okay. On a eu 1 mois et demi de vacances sur les 4 lots. Ok, c'est toi qui gères en direct? C'est moi qui gère. C'est dans ton village ou dans le coin ou... C'est à 35 minutes. Ok, et c'est beaucoup de charges, beaucoup de travail pour gérer les locataires, les petits trucs du quotidien? Non, parce que les loyers en fait ont tellement augmenté que les gens sont quand même contents de payer, on va dire, que 500 euros, même si on est à la campagne. Okay. Et en fait, au début, je comptais rehausser les loyers et en fait, j'étais arrivé au fond des 23 000 euros de LMNP. Donc en fait, j'ai préféré laisser comme ça et au final j'ai eu très peu de turnover en 3 ans. J'ai eu qu'une fois les locataires qui ont changé. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose dont on s'en rend compte quand on a des biens immobiliers. C'est que c'est bien d'aller chercher la rentabilité maximale, mais c'est quand même bien d'avoir quelqu'un qui reste longtemps et qui paye, qui est fiable. Et donc en fait, à optimiser 1% en plus, perso, moi j'ai toujours préféré avoir un bon locataire, même s'il paye pas le maximum, au moins il est fiable. Et ça, on le voit vraiment, c'est hyper appréciable. Ouais, puis se trouve, je me dis, si j'ai un locataire qui part et que j'augmente de 20 euros, en fait, ça se trouve, ils vont aller chez le concurrent ou un truc comme ça. Donc, des fois, c'est vrai que ça vaut pas le coup. Du coup, tu as tes investissements mensuels, 2300 euros, dont une partie dans la trésor de la SCI, du coup, j'imagine. Non, le bien en SCI est passé le 19 décembre. Ok. Et le but du jeu, c'est de refaire un gros matelas de sécurité pour aller draguer la banque et ainsi de suite. Tu vas nous expliquer comment tu la dragues. Private Equity, 800 euros. Donc, on va regarder ce fait-là, mais t'es très agressif sur le PE, le non-coté. Je rappelle que le private equity, en gros, c'est tout ce qui vient en opposition aux sociétés cotées en bourse. C'est les sociétés non cotées, qui est évidemment la majorité de l'économie. La plupart des sociétés ne sont pas cotées en bourse. Remboursement crédit, tu payes beaucoup de mensualités. Tu as le studio à Lyon qui rapporte combien par mois, celui-là? Alors, c'est versé au trimestre. Et là, je regardais de coup dans le train, les derniers versements étaient à 1039 euros. Ok, donc t'es cash flow positif, mais avec les petites charges, les petits machins. C'est ça. En fait, au début, j'ai fait une petite erreur. Quand j'ai fait mon calcul, j'étais allé voir la banque en disant j'ai un revenu de temps, vous m'enlevez la taxe foncière, les charges à ma charge et je veux une mensualité de temps. Et j'avais oublié de prendre en compte le comptable. Donc au début, j'ai eu un effort d'épargne de 60 euros en 2018 quand je l'ai acheté. Au fur et à mesure de la revalorisation des loyers, je suis passé en cash flow positif mensuel il y a 2 ans. Ok. Tu payes combien pour le comptable à l'année? Au début, quand c'était le premier lot, il me prenait 100 euros. Ok. Plutôt cher, je trouve. Plutôt cher, ouais. Et après, en fait, c'était 150. En fait, surtout, c'est que après, c'était 150 lots par lot supplémentaire.
supplémentaire. Bah oui. Et vu que moi, je savais déjà que je voulais faire celui d'après, je voulais éviter de partir sur quelque chose en ligne. Et puis après, en cas de souci, me voulais avoir retrouver... quelqu'un. Ouais, voilà. Et après, après, le fait de rentrer supplémentaire, maintenant, je suis à 1200. Donc 1200 divisé par les 4 lots. Ouais, ça c'est le prix classique. L'immeuble, 850 € de remboursement et ensuite un crédit conso que tu es allé faire pour les travaux. Ça. Il est à quel taux le crédit? 2,99. Sur quelle durée? 6 ans. Ok. En fait, on a pris porte sur porte. Chez les banques, tu veux dire? Ouais. La vendeuse a été super sympa parce que du coup, on avait largement dépassé les 2 mois du compromis. On devait être au moins à 6 mois. J'ai pris une bonne dizaine de refus parce qu'en fait, le bien a été acheté 70 000 € et il y avait 140 000 € de travaux. Fallait tout refaire. En fait, c'était un très gros appartement de 200 mètres carrés sur 3 étages et nous, on voulait faire une division. Seulement, c'est que les escaliers étaient pas aux normes. On avait des passages à 62 cm. C'est quoi des passages à 62 cm? Les escaliers. Ok. Donc, par exemple, un électroménager de cuisine, ça fait 59 cm et demi. Pour les déménagements, on sait que ça va être l'enfer pour tout le monde. Donc, cage des escaliers sur 3 étages, les compteurs. Du coup, on multiplie tout par 3. Donc, 3 salles de bain, 3 cuisines. T'es intervenu, toi, dans les travaux? Ouais, on a fait beaucoup. Et mon père. Okay. Je remercie énormément. En tant que jeune retraité, avait beaucoup de temps mais il m'a dit qu'il en referait pas un autre. Ouais, ça l'a fatigué. J'imagine. Ça l'a fatigué. Et donc, t'as fini par prendre un crédit conso pour en fait, pour arriver à faire le deal. Vu qu'on n'arrivait pas à avoir l'enveloppe travaux qu'on voulait au niveau des banques, ça leur faisait trop peur d'avoir 2 fois le montant en travaux sur une commune de 3500 habitants. J'ai pris l'offre la plus proche de ce que la banque me donnait, c'est-à-dire une enveloppe travaux à 110 000. Et en fait, au fur et à mesure qu'on avançait, après, je suis arrivé au plafond de l'enveloppe travaux, j'ai fait un crédit conso pour combler. Okay. Et là, ça a été un moment un peu compliqué parce que du coup, j'avais les 3 crédits qui tombaient. À ce moment-là, j'étais encore alarmé à 1550 et pas de locataire en place. Rien en face. Donc là, pendant les travaux ont duré 20 mois. Le crédit conso, je l'ai fait le plus tard que j'ai pu, mais il y a eu 6 mois où j'ai chaud. Ok. T'es en train d'optimiser chaque euro. Tout, ouais. Mais du coup, tout n'est pas. Là, c'est plus simple maintenant, je pense, que t'avances. Mais 6 mois où tu dois sortir des mensualités sans revenu locatif en face. C'est ça. Mais après, j'ai eu des bons coups de main sur les travaux. Il y a eu mon père qui était là. En plus, voilà. Ouais, c'est vrai que quelqu'un qui arrêtait vraiment seul, je pense que ça aurait été compliqué. Les courses, 400 €, tu dis que tu te limites dans ton quotidien ou pas? Sur les courses, on fait vachement du volume. On achète en volume. On va regarder tes questions. Tiens, penses-tu que l'effort d'épargne pour faire un apport tous les ans pour un bien en SCI détenu à l'IS, à l'impôt sur les sociétés détenues par la holding, protégera mon patrimoine? Très bonne question. La diversification en private equity et en crypto pour avoir du gros retour sur investissement sous 5 à 10 ans, trop risqué ou acceptable? On regarde. Du coup, le patrimoine, on le connaît. On retrouve les 3 biens. C'est quel lot qui est rentré que tu viens de signer là? C'est celui-là à 189 000. En fait, j'ai mis mon pourcentage de détention. Et donc ça, tu l'achètes avec tes cousins qui, eux, ont de l'expérience en IMO. Donc j'ai le plus grand des 2 cousins, lui a déjà fait sa résidence principale. Et là, il est en train de faire une bascule. Donc il a fini sa nouvelle résidence principale. Donc il vend sa résidence principale. Et il va vendre l'ancienne pour fait la bascule du cash. Ça, c'est beau. Et donc ça, toi, ta cote-part, ce sera 2 000 € de loyer sur... Non, c'est les 2080, c'est le loyer global. Le loyer global. Là, il nous reste un appartement à mettre en location. Vous allez gérer en direct. En direct. Là, vu que c'est du nu, ça fera moins de boulot. Du coup, là où t'es très très chaud, c'est sur le private equity. C'est quoi déjà l'envie d'aller faire du private equity? Alors en fait, c'est parti en 2022 suite à l'immeuble. Vu que j'étais encore alarmé, que j'avais que 1550 de salaire, j'étais quasiment à 120-130% de taux d'endettement si on prenait pas en compte les revenus. Donc la banque m'a dit c'est terminé, c'est mort. Moi, j'avais déjà mon objectif après d'être routier pour gagner plus pour essayer de remettre une pièce. Seulement, c'est que vu que je savais que pendant 2 ans, la banque n'allait plus me prêter, et c'est là où j'ai déployé beaucoup en crypto et en private equity, parce que je me suis dit, pendant 2 ans, j'ai du cash, les banques vont pas me prêter, on va essayer d'aller chercher la volatilité. Et... Donc là, t'as pris pas mal de risques, t'as fait pas mal de deals. Est-ce que t'as eu déjà des exits sur ces deals? Non. Par contre, ils ont mis en place, il y a une bonne année, ils ont mis en place un marché secondaire. Vu qu'il y a 14 000 membres maintenant, la plateforme par laquelle tu passes, c'est ça. Vu qu'il y a 14 000 membres, les nouveaux arrivants, s'il y a des deals qui leur plaisaient avant, il y a une place secondaire où on peut revendre. Tu peux revendre, Voilà. Et donc du coup, les deals qu'on a pu rentrer, moi par exemple il y a 2 ans ou 1 an, s'il y a eu des bonnes nouvelles et qu'ils ont réussi à tenir le programme qu'ils avaient annoncé, sur le marché secondaire, ça se passe plutôt bien. Donc du coup, j'ai fait quelques petits exits partiels
de 10 ou 20% de mes positions à x2 ou à 50%. Et donc, 42 000 euros, là, tu veux continuer à déployer de l'argent là-dedans? Je vais reprendre, je pense, encore une année. Parce que ce qui me plaît beaucoup, c'est que il y a un gros Discord où il y a tout le monde et puis c'est par secteur. Donc par secteur d'entreprise, tu veux dire? Non, par secteur géographique. Ah ouais, ok. Donc là, c'est vrai que sur la région Rhône-Alpes-Auvergne, et ben c'est vrai que si on va chercher par exemple un banquier, un courtier, ou c'est le groupe donc toi tu restes pour l'humain en fait, voilà. et pour la puissance du réseau. Comme on disait, si je veux éventuellement bouger l'année prochaine, on a nos amis suisses qui sont mis sur le groupe Auvergne-Rhône-Alpes et qui traversent la frontière pour venir investir avec nous. Donc je me dis qu'il y a possibilité d'avoir aussi un réseau. Intéressant, je l'avais pas vu comme ça. Du coup, la crypto, qu'est-ce que t'as fait? T'as investi sur Binance? T'as investi dans beaucoup de trucs. Alors en fait, il y en a beaucoup. C'est des dépôts. En fait, vu que j'avais beaucoup de BNB. Oui, c'est des petites positions. En fait, oui, quand on les mettait en staking, ça nous donnait, ça nous donnait les positions de ce qu'ils incubaient en fait. Ok. Donc il y a beaucoup de jetons qui sont inutiles. Mais ça me coûterait presque plus cher en frais de les vendre que pour récupérer 13 centimes. Mais du coup, ta position principale, si on regarde, hop, ça sera plus parlant, c'est de l'Ether. En gros, c'est Ether, BTC, AAV et de l'USDC pour peut-être remettre au pot. C'est ça, ouais. Remettre au pot. Ouais, l'Ethereum, il a quand même pris... il a pris une claque. Une jolie, ouais. Et donc là, t'es plutôt perdant. T'as arrêté la crypto, du coup. C'est ça. Là, en crypto, en fonds propres, j'ai mis 40 000 euros et c'est entre 2020 et fin 2023. Ouais. Donc là, je viens hier de rentrer en perte. En négatif. Ouais, de moins 3 000. Donc, mais après, il y a le dollar qui joue beaucoup contre moi parce que du coup, on a fait quasiment moins 20%. Donc du coup, c'est vrai que sur 6 000 euros, ça fait 7 000 euros. Normalement, je serais encore en léger positif. J'essaie pas trop même si je l'attends plus bas, le BTC, j'essaie pas trop vendre pour essayer de racheter plus bas parce que le peu de fois où je l'ai fait, je me suis retrouvé à acheter mes positions plus haut. Okay. Donc j'arrive très bien à vendre. Là sur ce cycle, j'ai mis mes ordres de vente de 80 000 à 125 000 par tranche de 5 000. Ouais. J'ai très bien vendu. Et quand je rachète, c'est plus dur. C'est plus dur. Et du coup, on continue. Un peu de cash sur les comptes bancaires. Ça correspond au compte de la SCI. SCI, c'est bien ça. Pas vraiment ton cash perso, quoi. Non. Action et fonds, t'as un PEA au Crédit Agricole sur lequel tu fais du stock picking. Que du stock picking d'ailleurs. C'est ça. Performance globale un peu négative. C'est quoi la logique ici des titres? Est-ce qu'il y a une stratégie particulière? On va regarder les secteurs que tu as. Donc c'est très France, de ce que je vois. Plutôt tech avec Extron, une grosse position chez toi. Je ne connais pas. Portugaise, ok. Et quoi d'autre? C'est plutôt, vu que c'est des boîtes tech, c'est très sensible. C'est quoi la stratégie là sur le PEA? Tu reverses plus dessus, de ce que je vois? Là, non, vu que je suis dans une phase où j'essaie un peu de draguer la banque, j'essaie vraiment d'avoir le matelas de sécurité le plus gros possible pour lui faire plaisir. Et là, c'est beaucoup des positions à 1 000 euros pour me sentir obligé d'aller voir ce qui se passe, sans que ça me fasse trop mal si ça se passe mal. Donc obligé d'aller voir les cours, tu veux dire? Ouais. Ok. Ouais. Et en fait, pareil, là, c'est un autre groupe où je suis dessus et ils donnent plus ou moins un peu leurs signaux. Moi, vu que j'ai pas beaucoup de temps en étant routier, c'est vrai que des fois je regarde, ils disent on va sur telle action, on n'y va pas. Moi, si je vois que ça me plaît, que je connais la boîte, ça me semble pas déconnant, ça me permet de limiter la due diligence que j'ai à faire. Ouais. Ok, donc le PEA c'est plutôt histoire de dire. Et quand tu dis tu veux limiter tu veux que le dossier soit pour draguer la banque concrètement il te demande quoi aujourd'hui? Du cash risking, ouais. Cash pour l'apport? Même pas forcément. Là, le dernier refus bancaire, on l'a pris hier. La banque nous demande 25%. C'est même pas on a pris un refus, c'est moi qui ai refusé. Ouais. Que si on met 25% d'apport, le bien de l'année prochaine, on pourra pas le faire. Ouais. Donc on pense déjà. T'as un matelas sécurité perso du coup des livrets et du coup tes emprunts avec un taux moyen à 2,57, donc c'est pas mal. Bon, évidemment 35%, mais bon aujourd'hui t'empruntes via la SCI. Du coup ta première question c'était est-ce que la SCI finalement c'est une bonne stratégie pour tes biens? Déjà tu sépares ton patrimoine perso et ton patrimoine pro, parce que
ça c'est très bien. Tu mutualises aussi les capacités d'emprunt avec tes cousins, donc je sais pas quels sont donc c'est 60-20-20. Ok. C'est 60 ans pour toi? Pour moi, ouais. Ok. Et là, c'est un deal que j'ai plus ou moins fait avec les prochaines personnes, parce que là, j'ai d'autres personnes qui attendent pour investir avec moi. Ok. Quand c'est compliqué, tout le monde regarde, puis quand ils voient que ça commence à marcher, ça commence à dire, bon, si t'as un truc, tu m'oublies pas. Et là, du coup, donc j'ai les prochaines personnes qui attendent, et en gros, le deal, c'est on met 50-50 au niveau du cash, et par contre, j'ai 60% départ. C'est des personnes que je connais pas, je pense, le gros pourcentage départ ou moins de cash, si c'est quelqu'un qui est loin, qui veut mettre de l'apport pour le faire travailler. Et après, moi, le but du jeu, du coup, c'est de faire une SCI par immeuble de rapport, détenu par la holding. Comme ça, si j'en ai un où on a une offre qui ne se refuse pas au niveau rachat, qui a un enfant ou un problème dans la vie, qui me dit je veux arbitrer les biens, on le remonte, régime mère-fille, et puis on 5%. va voir le prochain qui attend pour investir en disant j'ai du cash, que t'en as, on va voir le chasseur de biens et on essaie d'accéder. C'est quand même assez réfléchi. Tu t'es formé sur... comment t'as acquis tes connaissances? Et ben là, le statut holding mère-fille, c'est avec la chaîne. Ok, on passe à finale. On a créé une machine à créer des holdings. La diversification en private equity et en crypto pour avoir un gros retour sous 5 à 10 ans, trop risqué ou acceptable? J'avais fait un truc, je sais pas si tu avais vu ça, la pyramide patrimoniale. Ouais, toi, tu as construit la pyramide à l'envers. C'est un sablier, moi. C'est exactement ça. Donc, c'est intéressant pour ceux qui ne la connaissent pas. En gros, évidemment, on commence par le matelas de sécurité, puis ensuite, on fait IMO, actions, crypto et actifs alternatifs dans lequel je mets évidemment private equity. Toi, t'as fait, t'as brûlé la vie par les, en bas, en sandwich. Donc, est-ce que c'est une bonne idée de faire du PE, enfin du private equity? J'ai envie de te dire, si tu connais tes risques, pourquoi pas? Maintenant, t'es tanké, même si tu me dis qu'il y a une place pour faire du secondaire. La réalité, c'est qu'il faut qu'il y ait de la liquidité, il faut que les gens aient envie. Donc, ça reste risqué. Si vous êtes conscient des risques, allez-y. Mais c'est vrai que là, je me dis, vu ton taux d'épargne qui est exceptionnel quand même, 70%, pourquoi pas aller mettre cet argent sur des ETF en bourse plutôt que de faire du stock picking d'ailleurs. Moi, j'aime pas trop le trading, tu le sais. Donc voilà, si je devais te donner peut-être une reco, ce serait peut-être moins de PE. La crypto, je toucherais à rien et plutôt mettre ETF actions sur ton PEA en DCA sans réfléchir en tous les mois, tu vois, MSCI World ou enfin je sais pas, si tu préfères l'Europe, pourquoi pas l'Europe, si tu préfères le CAC 40, pourquoi pas le CAC 40, histoire d'être bien diversifié et d'éviter les effets de bord parce que là tu vois, t'as quand même des positions qui ont pris un peu cher, tu vois, t'as du luxe, le luxe a pris, bon là il est en hausse mais en réalité le luxe a pris assez cher, Téléperformance s'est fait beaucoup sanctionner, là je vois Stellantis moins 57%. Donc forcément, si tu achètes un panier d'actions, tu auras moins de potentiel de hausse. Moins de volatilité. Mais tu auras moins de volatilité aussi. Donc, in fine, moi, je pense que c'est un bon rendu. En fait, ce que je voulais essayer de faire, ça, on verra si les banques me le permettent de le faire, c'est je voulais essayer à long terme de placer 20 ou 30% des SCI sur des ETF. Histoire de faire. La trésor, tu veux dire? Ouais. Parce que là, par exemple, sur la SCI, du coup, on a à peu près 9000 € de cash. Et voir si éventuellement, je peux ouvrir un compte. Un CTO, ou via la holding, plutôt. Je pense que la holding de tête aurait plus de légitimité. La holding de tête, elle est un peu dormante parce que tant qu'il n'y a pas de. Pendant 4-5 ans, il n'y aura pas de cash. Mais après, je me dis, sur chaque petite SCI, si on a 10 000 de trésorerie et qu'on met 3 ou 4 000, on a un peu de cash qui dort au cas où on a un locat qui part pour pas être obligé de vendre des positions au pire moment. Et de l'autre côté, plutôt que d'y avoir sur un compte chèque de SCI, on a 30% de cash qui travaille à... Non garanti, je rappelle. Non garanti. Et du coup, on a fait un Excel pour savoir si c'est possible d'aller chercher déjà le million. Bon, je vais pas repasser toute la simulation, mais on a fait pas mal d'hypothèses. On a notamment pris en compte le fait que tu allais augmenter tes apports au fil du temps, parce que tu le disais, avant qu'on commence l'enregistrement, tu vas aller en Suisse. Qui dit Suisse dit plus gros salaire, concrètement. Tu pourrais être payé combien, tu penses, en Suisse sur le même job? On allait faire un repérage cet été en menuiserie. Donc, on m'a annoncé le SMIC en entrée de base à 5003 brut pour 4004 net. Vu que tu as quand même pas mal d'expérience. Ouais, et puis je pense que les Français sont quand même pas super bien appréciés si on passe juste la frontière. Donc, je pense qu'il faut quand même aller un petit peu plus loin. Faut aller vivre. Et puis oui, je pense que si on montre qu'on a une bonne volonté, qu'on veut rester,
On n'est pas là juste prendre le boulot et se barrer parce qu'il y a moyen après de monter. Il y en a qui font peut-être juste un peu des saisons, qui viennent 1 ou 2 ans récupérer du cash et se barrer. Si on montre qu'on veut rester, et ça me ferait une augmentation de 900 € par mois, premier mois. Au début. Et après, je me dis que si ça se passe bien, je pense que tu peux aller chercher beaucoup plus. Donc on a mis pas mal d'hypothèses ici, et donc ensuite on a divisé tout ça sur l'IMO, et on est parti du principe que tu allais faire des ETF, tu allais suivre la voie. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que ça nous donne? Aujourd'hui, on en est là. À 10 ans, ce que ça nous donnerait, ça serait un patrimoine net 1 million d'euros. Objectif atteint. À 15 ans, par contre, je rappelle que ton objectif, c'était 16 ans, 10 millions d'euros. Bon, là, compliqué. À part si t'achètes un terrain sur lequel il y a de l'or dans les souterrains, je vois pas trop comment ça va y aller. T'es quand même à 2 millions d'euros net, donc c'est monstrueux. Toi, ton objectif, c'était 10 millions bruts, je rappelle. Ouais. T'es à 3 millions. Mais ça ne prend pas en compte une accélération très significative de ton salaire en Suisse. Et je pense que ce serait là, en fait, l'arbitrage. Ce serait vraiment d'accélérer encore plus ces achats IMO, et aussi peut-être de commencer à faire des opérations d'arbitrage. Ouais, de marchand de biens. Évidemment, on n'a pas pris en compte le fait que, sur les startups, t'allais avoir une bonne nouvelle, et on est resté très conservateur à ce niveau-là. On n'a pas mis d'hypothèse folle. Je rebondis sur ça. Tu m'as demandé si je comptais faire une année de plus ou pas. Ouais. Et si je vois que la banque, c'est un peu frileux pendant 6 mois, 1 an, je pense que je referai une année de plus. Que là, du coup, le club, ça fait 3 ans et demi qu'il est ouvert, et il commence à y avoir les premiers exits. Donc, je me dis, vu que je suis pas rentré sur le premier round, parce que j'ai voulu jouer la sécurité, je voulais voir si ça tenait un peu les premiers retours, etc. Ouais. Je pense qu'en prenant une année de plus, après, je mettrai plus de cash dessus et je laisserai un fonds de roulement. C'est-à-dire que les premières qui feront un exit, je mettrai le cash dessus. Et en fait, le cash ne ressortira pas. J'utiliserai le 150 0 BTR. Et le but du jeu, ça va faire un roulement plutôt que de payer l'impôt, c'est le réinvestir. On paiera plus cher plus tard, mais pour l'instant, on fera grossir la boule de neige. Exactement. En tout cas, pour les 10 millions, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais pour le million, je pense que ça peut y aller. Du coup, on va finir avec ta note Finari, 84 sur 100. Où est-ce que tu perds des points? Il n'y a pas d'ETF. Du coup, il y a tout un tas de choses qui passent à la trappe. Il n'y a pas de DCA pour l'instant que tu as mis en pause. Tu n'as pas fait d'assurance vie. Ça pourrait être intéressant. Alors, j'en ai une petite que j'avais ouvert avec l'armée en 2016, mais j'ai pas réussi à l'allier sur le compte. Comment s'appelle déjà la boîte qui gère la mutuelle des armées? La SAC-FAPES. Alors on m'avait pas demandé celle-là, mais on m'avait demandé une autre. Le GMPE, la GMP. Ouais, exactement. Pour l'instant, c'est pas possible, mais évidemment, on aimerait bien. Du coup, crypto, tu fais plus de DCA, et ton patrimoine n'est pas du tout liquide, évidemment, parce que entre les startups et l'IMO, c'est plutôt stable. Donc Marc, dans l'ensemble, franchement, bravo pour ton parcours. Je trouve ça toujours hyper intéressant d'avoir des gens qui sont dans la débrouillardise totale. Là, ça va chercher toutes les optimisations possibles. Si vous voulez, à la place de Marc, dans le fauteuil bientôt, pour qu'on regarde votre patrimoine et que je vous donne mon avis, eh bien, vous postulez, le lien est dans la description. Et peut-être que Marc, on se revoit dans 1 an pour savoir si tu as eu ton crédit, savoir si tu as déménagé en Suisse, savoir si, je sais pas, tu t'es remis à la menuiserie. Pas mal de choses à aller voir. Aussi curieuse de voir si tu vas faire des exits sur tes positions en startup. On espère, je croise les doigts. Merci de t'être déplacé. Puis je vous dis à très vite pour une nouvelle analyse de patrimoine. Ciao.